Il y a plus de 60 ans s'envolait dans le ciel bourguignon un drôle de petit avion reconnaissable entre tous au bout de ses ailes curieusement relevées. Avec lui naissait la famille des avions Jodel et Robin, largement répandus dans le ciel européen. Parmi les passionnés qui participèrent à cette aventure, 2 hommes, Jean Delesmontes, un ingénieur autodidacte installé à Beaune, et Pierre Robin, un pilote devenu industriel à Dijon, ont conjugué leurs talents pour écrire une des plus belles pages de l'histoire de l'aviation. Entre les 2 guerres mondiales, les champs d'aviation attirent toujours les foules. Soutenue par les gouvernements, l'aviation privée et sportive s'invente dans les aéroclubs alors que l'aviation commerciale se découvre dans les raids. Mais c'est avec le pouls du ciel d'Henri Minier qu'une aviation véritablement populaire va naître, au travers du mouvement de la construction amateur qui fera fleurir après-guerre toutes sortes d'avions, des poux bien sûr, mais aussi et surtout des Jodel. Autant que je me rappelle, j'ai toujours pensé avion. J'ai fait l'école donc de Rochefort, je suis sorti avec le brevet supérieur de mécanicien avion, enfin, c'était pas un très gros titre, puis je suis arrivé en escadrille à Dijon. Et de Dijon, là j'ai commencé à construire un avion avec un copain, qui était pilote, et puis cet avion il n'a jamais été fini parce que la guerre est arrivée, mais entre-temps j'avais été voir avec lui Joly qui avait lui construit un pouls du ciel et je voulais voir son pouls du ciel. J'ai rien vu du tout parce qu'il l'avait démonté parce qu'il y avait eu des accidents un peu de temps avant et sa femme avait imposé qu'il le démonte. Donc je n'ai pas participé à l'opération. Enfin, on a fait connaissance, ça a duré pendant 60 ans, quoi. À l'ère des superliners, il n'est pas sans charme de faire la connaissance de 2 hommes. Un dessinateur, Jean Delesmontes, et son beau-père, Édouard Joly, fabricant de machines agricoles, qui ont associé 2 syllabes de leur nom pour en faire un nom d'avion, le Jodel. On a dit on va faire un petit avion en bois puisqu'on ne peut pas avoir le métal, donc on a dit on va faire un monoplace pour nous. Donc c'est là où j'ai fait étudier le bébé Jodel. Ça c'est le bébé le jour du premier vol. Je suis de dos et je viens de lancer le moteur. Ben oui, ça fait 62 ans, quoi. Pas compliqué. On n'avait que du vieux contre-plaqué d'avant-guerre, on n'avait pas grand-chose. On avait un vieux moteur qui nous a mis en panne 10 fois avant de crasser complètement. C'était un truc de miséreux, un peu. En France, 2 amis épris d'aviation ont mis au point l'avion le plus simple du monde. Le bébé Jodel, réalisé en bois et en toile, n'a que 7 mètres d'envergure et 5 mètres de long. Équipé d'un moteur d'auto de 6 chevaux, il ne consomme que 6 litres à l'heure. Ce sera peut-être demain l'avion du jour. Avec les moyens qu'on avait, j'ai optimisé tout. Ce qui était, à l'époque, c'était pas le mot à la mode, on ignorait ce que c'était que l'optimisation. Et puis la première idée, c'était, si on ne met pas quelque chose, ça coûte pas cher, ça tombe pas en panne, et c'est pas lourd en plus, parce que pour l'avion, il faut être léger en principe. Donc c'était mon optique. Donc ça a été très simple, avec le minimum de choses, pour le maximum de résultats si possible. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on voit le truc en détail, on s'aperçoit que il n'est pas facile à faire, c'est pas facile de faire mieux, c'est même pas possible de faire mieux. Si on fait plus joli, si on fait plus simple, ça n'a pas les mêmes qualités de vol. Puis après, les gens se sont aperçus que ça volait bien. De fil en aiguille, les journaux, dont Les Ailes en particulier, en ont parlé, ce qui fait que ça a attiré du monde, qui est venu l'essayer, ce qui fait qu'on a fait voler beaucoup de monde dessus.
voilà le bébé Jodel que j'ai construit, une fois en retraite, en 84 et 85. Et depuis ce temps-là, eh ben, il a déjà plus de 500 heures de vol. Moi, j'ai 250 heures et un peu plus, parce que depuis que je l'ai fait classer ULM, je compte plus mes heures de vol dessus. Et alors, je ne l'ai pas cassé. Je ne l'ai encore pas cassé. Mais j'ai un plaisir fou à voler dessus. Et quand il n'y a pas de vent, il vole tout seul. Il bouge si j'y touche. Voilà, en résumé, le chef-d'œuvre de Del Montez. Il y en a 1000 de fabriqués à l'heure actuelle, dont plus de 900 par des amateurs. Parce qu'un monoplace comme ça, il est trop cher si on le construit. Alors, il faut que ce soit des amateurs qui le construisent, mais ils y mettent tous leurs soins pour le faire. Tous les dimanches, on partait faire le cirque, aller le présenter dans les clubs, tout ça. Alors, quand le biplace a été fait, ben, j'allais aussi avec le biplace, avec les deux avions. C'est un petit cirque à nous deux, quoi. Ça, ben c'est le D11, le premier D11 avec moteur Samson. Alors moi je suis là, tombé dans le mécano, le père Joly qui a son serre-tête, mais qui a quand même sa blouse d'atelier. Il vient de faire un tour sur moi avec, je sais pas. Au début, quand on vendait des plans aux amateurs, c'était vendu à un prix ridicule. Ça ne permettait pas de vivre même. Ça permettait juste à la rigueur de s'amuser à refaire un autre avion par nos propres moyens, mais pas de vivre. Il fallait avoir une autre occupation. Mais ça n'a pas duré longtemps, heureusement, parce que c'est ce que je disais. Pendant 20 ans, l'aviation, j'en suis pas mort. Et puis après, pendant 40 ans, j'en ai vécu, quoi. Après, quand il y a eu des constructions industrielles, là, on m'a payé des licences, quoi, c'est tout. Alors c'est ce qui a permis de vivre, quand même. J'aurais pu gagner beaucoup plus, mais ça ne m'intéressait pas. Alors, du fait que ça me permettait de vivre honnêtement, moi, c'est tout ce qui me suffisait. Je n'allais pas plus loin. Ça, c'est le rassemblement de Montargis, où on était venu avec le bébé, mais il y avait d'autres bébés d'amateurs, j'en vois 3, 4. Le BBG, c'est le proto du biplace avec moteur minier. Là, il y a encore un bébé. C'est là que Kéré nous a repérés pour vouloir les construire. C'est là qu'il a essayé et qu'il a dit « je vais le construire ». On a dit d'accord. Oh, lui, il a dû en faire près de 600, 6 et 700 des biplaces. Ça, c'est Kéré, Lucien Kéré, dit Gros Minet. C'était un très bon pilote, d'une très grande douceur. On ne le sentait pas monter dans un avion, malgré ses 140 kilos. C'est très bien, c'est un type dynamique, tout. Un très bon ami, puis alors, un vrai maquignon normand. Hein. Quand on a ses serres à la main, c'est un contrat qui est définitif. Un Jodel, c'est d'abord à Bernay, dans la petite usine de M. Kéré, du contreplaqué, des clous, des vis, de la toile, de la colle. Au rythme des marteaux, des tournevis, des machines à coudre, se construisent peu à peu de charmants appareils, une dizaine chaque mois, dont la solidité est à toute épreuve. Une dizaine d'appareils qui font le bonheur de ceux qui, comme Icare, et plus près de nous, Louison Bobet, caressent ce rêve vieux comme le monde, volé de leurs propres ailes. Née de l'amour de deux hommes pour l'aviation, la famille de ces 4 chevaux du ciel compte aujourd'hui plus de 1000 exemplaires dispersés dans le monde. Et on a construit aussi des triplaces que Robin construisait lui-même. Robin ne pouvait pas tout construire. On en a construit là-bas aussi. On a construit 350, 400 aussi là-bas. Puis après, il a voulu un quadriplace. Alors je lui ai fait le Mousquetaire, qui a été aussi sous marché d'État. Mais c'est lui qui m'a construit le prototype, et puis c'est lui qui a fabriqué la série aussi. Bon, il n'y en a eu pas beaucoup, là, il y en a eu 350 à peu près de construits. Aux commandes, le champion de voltige Biancotto vous dira qu'il se joue de toutes les règles du code de la route. Et pour cause.
Pierre Delmontaise à Vinci. Le Mousquetaire, c'est le plus gros des avions que j'ai réalisé, oui. Parce que des projets, il y en a eu d'autres, mais enfin, ils n'ont jamais été faits. Mais c'est le plus gros que j'ai réalisé. Il n'était pas prévu en amateur au départ. Hein. On n'avait pas prévu. Mais enfin, il y en a quelques-uns. Ouh, alors là c'est bien parce qu'évidemment, je bouge plus. Oui, il l'a construit dans un garage qui n'était pas large, 3 mètres, mais qui avait quand même 10 mètres de long, quoi. Non, 12 mètres de long. Sûrement, ça ne rentrait pas. Enfin, dans 3 mètres, c'est pas large hein, pour tourner autour. La chance que j'ai eue, c'est d'être né à la bonne époque et d'avoir le bon âge qui allait bien à la fin de la guerre. Après-guerre, la France manque cruellement de pilotes. L'État soutient alors directement l'activité des clubs de planeurs et d'avions en payant les formations et en subventionnant le matériel. Le jeune Pierre Robin devient ainsi instructeur à l'aéroclub de la Côte d'Or, qu'il déplace en 1957 dans le petit village de Darrois, au nord de Dijon. À Dijon, j'ai donc fait... et je suis allé voir Delmontaise, j'ai acheté un plan, et j'ai fait avec la plupart des gens auxquels j'apprenais à piloter, pas tous jeunes, hein. Il y en avait à la SNCF qui m'ont fait des pièces mécaniques. Enfin, je me suis débrouillé à leur faire un avion dans l'année, tout en volant beaucoup, énormément. En fait, dans une année, quand vous comptez bien, il y a 200 jours volables. Mais comme une année, ça a 365 jours, comme vous le savez, moi, les dimanches, je ne connaissais pas. Mon père m'avait montré comment il fallait faire. Il y a 365 jours dans une année. Il n'y en a que 200 qui permettent de former des pilotes. Puis tous les autres, c'est pour faire l'avion. Comme par hasard, j'ai fait la connaissance de Robin, qui était moniteur au club à Dijon, qui avait donc construit 2 de mes biplaces, et puis qui a vu Stella de triplace qui traînait dans mon atelier, enfin qui était dans un coin, qui a voulu me l'acheter. Puis quand il l'a acheté, il m'a dit on ne pourrait pas le finir, ce qui fait que on l'a fini ensemble. Puis ça s'est appelé le Jodel Robin, ça s'est appelé. C'est le premier avion que j'ai fait avec Robin. Et on a utilisé l'aile du D10 que j'avais commencé, et on a fini le fuselage, et on l'a baptisé Jodel Robin. Il s'appelait le Pierre, d'ailleurs, c'est rigolo. Alors là, c'est le proto, ça, c'est le premier que Robin a construit avec l'intention d'en construire. C'est devenu l'ambassadeur. Il lui plaisait pas trop, mon avion. Hein. Alors il a dit, je veux pas que vous l'appeliez Jodel. Je lui ai dit, ça va être dur, hein, parce que c'est vous qui m'avez vendu l'aile, donc c'est bien une aile de Jodel. Hein. Et puis le fuselage vous plaît pas trop, mais il est quand même bien centré, mon avion. Il y a un bon moteur dans le nez. Et puis, bon, ça va aller. J'ai fait de la double sur mon avion personnel avec les élèves de l'aéroclub de Dijon, et je leur parlais de plein de choses, de la possibilité de faire un avion bien mieux que celui que je venais de faire pour moi. Et puis un jour, ils se sont réunis sans que je le sache, et puis je me suis retrouvé avec une commande de 10 avions, sans qu'il y ait d'usine. Il y avait seulement ce que je leur avais raconté dans la tête, et apparemment ça les avait marqués, au point que je me suis retrouvé avec les moyens financiers de faire des avions vendus d'avance. Et je n'ai jamais eu besoin de banquier, parce que j'avais l'argent que je voulais de ces personnes. Et c'est ça qui m'a fait changer d'avis, parce que jamais j'avais eu l'intention d'être industriel. Ça ne me plaît pas d'ailleurs, ça ne me plaisait pas comme métier. Mais voir ces personnes moi j'avais même pas 30 ans, hein. Voir ces personnes âgées, pour moi je les voyais âgées, hein, des personnes qui devaient avoir 50 ou quelques années, me faire confiance alors que j'avais pas le premier sou, c'est plutôt cet aspect-là qui m'a fait dire, je vais au moins leur faire les 10 avions.
C'est comme ça que ça a démarré. Je me suis fait avoir par la confiance qui avait été attribuée par ces grands messieurs à un gamin, quoi. Quand je suis arrivé en 1961, c'était avec un tout petit hangar d'un côté de la route, où on était environ une dizaine d'employés. Il faut se dire qu'à Darrois, c'était une trentaine d'habitants. On n'avait même pas l'eau courante. Il y avait l'électricité. On allait chercher l'eau au puits, pour pouvoir nettoyer les avions et se laver les mains aussi, hein. Robin, c'est un type qui a un bon sens extraordinaire aussi. Et puis, par exemple, il fabriquait des avions dessinés par Delmontes, mais il les affinait même parce que vous prenez le Sicile, qui est un 100 chevaux qui tape 250 à l'heure. Eh bien, il l'a affiné à tel point qu'il a battu les Américains 2 années de suite dans le Tour de Sicile. C'est pour ça qu'il a appelé cet avion-là Sicile. Les avions italiens sont très bons, ils volent très vite, et il y avait peut-être un peu dans cette organisation faire gagner les avions italiens. Il y avait Frati qui était remarquable comme ingénieur et qui dessinait de beaux avions qui marchaient très bien. Et j'ai fait la course en m'appliquant. Et j'étais deuxième, là. C'est la première fois qu'ils ont voyé un petit avion en bois entoilé qui coûtait 3 sous, qui venait mettre un peu le bazar dans leur organisation avec les avions étudiés un peu pour aller vite. Et j'étais encore deuxième, la deuxième année. Alors là, ils étaient vraiment pas contents. Et puis, comme il m'agaçait un peu, le gars, là, c'était le directeur. Alors, il m'aimait pas parce que je lui avais gâché l'année précédente. Et là, je recommence. Je lui dis, mais attendez, je vais revenir l'année prochaine, je vais gagner votre rallye, mais je vais appeler l'avion Sicile. C'est de là qu'est né le Sicile. Et tout de suite après que j'avais fini ma phrase, je me suis dit, t'es con. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Et puis, bon, on a gagné. Alors là, ils étaient contents parce qu'il s'appelait Sicile, l'avion. Puis il était au milieu, c'était plus le premier, donc il était au milieu, puis les deux autres étaient le deuxième et le troisième. Et puis après, je me suis dit, t'as gagné. Ils n'ont pas râlé ce coup-là parce que l'avion s'appelait Sicile. Ils ont mis dans les journaux que c'était le Sicile. Enfin, vous voyez, c'était grâce à eux si j'avais gagné. Puis là, j'ai commencé à découvrir que les articles de journaux, même en France, nous faisaient vendre énormément d'avions. Il y a des gens qui avaient acheté l'ambassadeur, qui achetaient un avion Sicile pour aller en Sicile. Il y avait un de nos concurrents qui était Pascal, donc il connaissait bien la Sicile, qui était devant nous et qui partait un tout petit peu trop à droite. Et Pierre, machinalement, va pour le suivre. Il était devant nous. Et je lui dis, non, tu prends un petit peu à gauche, tant de degrés, sinon, il me dit, oui, mais il sait. Mais je dis, non, ou tu m'obéis, ou moi j'arrête de faire la navigation. Donc il me dit, t'es sûr? Je dis, oui, tu suis mon cap. Et je voyais qu'il était vraiment tendu parce qu'il ne devait pas avoir tellement de confiance, parce qu'il hésitait. Il m'a obéi et ce jour-là, on a gagné grâce à cela. Et on leur a cassé la baraque, quoi. Et après, ils ont arrêté leur rallye parce qu'ils n'avaient pas fait un rallye pour que des petits papillons pas chers d'aéroclub gagnent les premiers prix, hein. Beaucoup de Bourguignons ignorent qu'il existe à Dijon une usine qui fabrique des avions de tourisme. En effet, la société des avions Pierre Robin a 12 ans d'existence. C'est une affaire artisanale, une des seules de son importance en France. On s'y sentait bien. On se sentait dirigé par quelqu'un qui était humain. Tout était quand même à l'échelle humaine. Il est évident que ce n'est pas le seul et unique, mais enfin, disons que dans l'ensemble, on était heureux de travailler dans cette entreprise. Il n'y a jamais eu de grève, il n'y a jamais eu d'arrêt de travail. Il y a eu des revendications salariales, c'est sûr, mais qui sont toujours arrangées parce qu'on était à l'échelle humaine, parce que c'était traité au cas par cas. Dans l'ensemble, chacun y retrouvait son compte. Je pense que Pierre Robin, venant du travail manuel, effectivement, il vient de menuiserie, il est instructeur à l'aéroclub, et de ce fait-là, on le voyait tous les matins, il disait bonjour à tout le monde tous les matins. Il passait dans les ateliers, voir quand même malgré tout sentir le moral des troupes. Et je pense qu'effectivement, c'était quand même une bonne chose quand même.
Et M. Robin, il a bien compris que ce qui compte, c'est de faire les avions pour les autres gens, mais également qu'ils soient faits dans des bonnes conditions par des ouvriers qui ont du plaisir à le faire. Et ça, là, vraiment, moi, je suis très reconnaissant à M. Robin qu'il avait cette attitude. Et c'est ça qui lui a permis de gagner un petit peu d'argent, et puis c'est tout. Pour pouvoir continuer, voilà. C'est ça le problème. Non, parce que chez Robin, il se baladait dans les ateliers tout le temps, et tout le monde pouvait lui poser une question. Pierre Robin était toujours été des nôtres. Bon, c'est évident qu'il l'était en qualité de patron, mais il le montrait pas trop. La passion, elle y est quand même pour beaucoup de choses. On vient pour travailler sur des avions, on vient pas pour travailler, mettre des petits pots en bois, tout je sais pas quoi faire, quoi. C'est un avion, c'est quelque chose qu'on a vu naître à partir d'éléments bruts, et ça, c'est visible par tout le monde. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un patron qui commande, qui dit on fait ci, on fait ça, on met la porte. Hein? Oui, oui. Moi, j'ai jamais été patron. Enfin, si. On était des collaborateurs à fabriquer des avions. C'est-à-dire qu'il y a finalement un front qui décide, ben on va faire ça. Voilà. Oui, mais c'est pas obligatoirement à la fin. À la fin, oui. Mais c'est pas obligatoirement ce que l'on pensait avant de la discussion. Ah non, pas forcément. Oui, pas forcément. Et c'est le patron, il fait. Et souvent, moi, j'avais une idée, et puis. Ah oui, ça arrivait souvent. Ça a changé. Il y a des choses que je n'étais pas d'accord avec Robin, mais techniquement. Mais par contre, il a raison, parce qu'au point de vue commercial, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je n'aurais pas pris la décision, mais lui, il la prenait. Ben, je dis, il a raison. Et j'avais du mal. Pour moi, c'est con, mais il a raison. En règle générale, on disait les patrons. Mais on savait que s'il y avait une histoire financière, c'était Madame Robin qu'il fallait voir. Que ça soit salarial ou autre chose, c'était Madame Robin, la direction des finances. Mes parents, c'était l'entreprise. Et l'entreprise était mes parents. C'est-à-dire que j'ai toujours vu mes parents comme travaillant l'entreprise, travaillant d'ailleurs énormément, et comme une direction bicéphale de cette entreprise, mais avec une relation très très forte avec l'entreprise. C'est-à-dire que je ne serais pas capable de dissocier l'entreprise de mes parents dans ma jeunesse. Pour moi, c'était une seule et même entité. Mes parents vivaient pour l'entreprise et l'entreprise vivait pour mes parents. Maintenant, je prends conscience, c'est parce que nous étions comme ça que nous avons réussi. Mais sur le moment, on n'avait pas le temps de penser à tout cela. On travaillait, on fonçait, on faisait ce qu'il fallait, sans se poser les questions, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien. Ma mère n'a jamais été, à mon avis, passionnée d'aviation. Elle était plutôt passionnée de mon père. Je pense qu'elle est venue à l'aviation à travers la passion de mon père, puisqu'on dit qu'en fait, pour faire de l'aviation, il faut être marié avec. Et quelque part, je pense que c'est vrai. Donc il a fallu qu'elle s'accommode de cette passion, sans mal visiblement. Et ensuite, elle a pu apporter ses qualités de rigueur dans un monde de l'aviation qui n'est pas des plus rigoureux quand même, contrairement à ce que l'on peut croire. J'ai démarré avec mon épouse parce que on a démarré à zéro et puis on a, au fur et à mesure, employé du personnel parce qu'il était nécessaire au fonctionnement de la construction de la maison, ou enfin des avions, ou à l'étude des avions. Mais j'ai été accusé non, mais j'ai été qualifié de gestion paternaliste, mais je ne comprenais même pas pourquoi on me disait ça. J'ai commencé en tant qu'apprenti pour finir cadre. Donc la progression était inespérée pour moi. C'est eux qui m'ont appris le métier, c'est eux qui ont eu les exigences. Et tout ce que je dois, c'est quand même, leur dois quand même en grande partie. Ah, ça représente une tranche de vie quand même, 43 ans comme je dis, de famille Robin. Oui, c'est quand même une tranche de vie, oui, bien sûr, oui. Profitant des 30 Glorieuses, l'entreprise se développe en même temps que la gamme d'avions évolue. Grâce à la collaboration du trio Robin, Delmontes et Heinz, le succès commercial est là. Plus de 1000 appareils ont été fabriqués en 15 ans, quand en 1972, les avions Pierre Robin mettent au point le DR400. Durant 25 ans, près de 2000 exemplaires de cette dernière évolution industrielle de la formule Jodel seront construits avec des pointes de 3 avions par semaine. Mais alors que la sortie de cet avion presque parfait semble couronner une véritable réussite, la catastrophe survient. À Dijon, une usine fabriquant des appareils de tourisme en flammes et il y a eu une victime. Hier, en fin d'après-midi, à Darrois, près de Dijon, un incendie a totalement ravagé les ateliers des établissements aéronautiques Pierre Robin, constructeur des avions Jodel et des HR200 et 400. Les 80 ouvriers qui travaillaient dans le bâtiment
ont réussi à sauver des flammes 4 avions en finition avant que la toiture, en s'effondrant, engloutisse dans les flammes 30 avions en cours de construction. Voulant aller rechercher sa veste dans les flammes, un ouvrier de 34 ans est mort carbonisé. Nous étions absents quand l'incendie a eu lieu. Et quand nous sommes arrivés, l'incendie était circonscrit. Enfin, il y avait encore de la fumée, tout ça. Et quand on est arrivé au-dessus, mon mari me dit tiens, l'usine a brûlé. Et je lui dis quoi? Il me dit oui, tu vois, l'usine a brûlé. Et Pierre s'est posé, impeccable. Moi, j'avais les jambes qui bougeaient. Lui, pas du tout. Il s'est posé impeccable. Et là, bien sûr, il y avait les gendarmes, il y avait tout le monde. Et quand nous sommes arrivés, on nous a dit, on venait de découvrir les terres qui étaient brûlées. Au point de vue conséquences humaines, ça a été vraiment la grosse perte. Le drame, c'est d'avoir perdu un collègue de travail, quoi, hein. Ça, c'est le drame de la chose. Par contre, c'est là qu'on parlait d'esprit aéronautique. Il n'y a pas eu de licenciement. Tout le monde est revenu au travail le lendemain. Tous les outillages ont été reconstruits d'une rapidité record. Les avions ont continué d'être livrés. On ne va pas dire à l'heure, il y a eu un décalage forcément, mais les avions ont continué d'être livrés de par la volonté du personnel, de tout le personnel, qui était à cette époque-là très motivé. Et je crois que l'entreprise Robin en est sortie la tête très haute et le personnel est assez fier d'eux aussi quand même. On a travaillé jour et nuit, on a fait Là, on a vu que le personnel était fabuleux. Je leur ai demandé d'aller acheter, d'utiliser leur voiture personnelle pour aller acheter les outils, pour faire la même chose qu'avant, mais comme s'il y avait un toit, il n'y en avait plus. Alors, toutes les idées étaient bonnes, toutes les idées du personnel, je ne contrôlais pas, hein. Je me suis dit, sur le nombre, il y en a sûrement 2 ou 3 qui ont tiré la patte, mais tous les autres ont été exemplaires. Je leur ai même promis je dis, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de chômage, vous allez même être augmenté, je vous demande de faire un effort, de ne pas trop compter les heures, les frais de voiture, je vous les paierai, vous achetez ce que vous voulez, vous allez chez Boutillon, vous achetez vos outils, comme vous vous démerdez à avoir ce que vous aviez la veille, et vous vous débrouillez, vous présentez ça s'est passé comme ça. Mon mari, le soir même, il commandait la nouvelle usine, le soir même de l'incendie, et... Donc on a brûlé un 18 avril et au mois de mai, la nouvelle usine se remontait. L'huile, on a vérifié. C'est bon, ça, on n'a pas vérifié. C'est bon. Ah, c'est tout propre. C'est tout bon. À mon avis, la clé du succès des entreprises qui se développent dans le domaine de l'aviation légère, c'est le fait que le dirigeant soit également un utilisateur. Alors c'était le cas de mon père. Mon père était non seulement pilote, mais également chef pilote d'un aéroclub. C'est-à-dire qu'il connaissait non seulement l'aspect pilotage, ce qui est indispensable pour diriger une entreprise d'aviation légère à mon avis, mais également la vie de l'aéroclub avec ses turpitudes, ses modes de fonctionnement un petit peu particuliers. Et cette connaissance intime du client final lui a permis, à mon sens, avec l'aide de M. Desmontais, de faire le produit que les gens voulaient, de faire le produit qui correspond exactement à ce que les gens voulaient. On s'est trouvé, j'ai pensé qu'on était obligé d'ajouter à la fabrication bois un avion métallique parce que c'était réclamé par les clients sous prétexte qu'il y en avait chez les Américains. Cessna Piper faisant des avions en métal, nous on faisait que du bois, c'était passé, c'était fini. Il fallait faire du métallique. Comme je faisais tout ce que les clients réclament, on s'est dit on va faire du métallique. Comme on n'avait pas de petit biplace, Heinz a dessiné un 2 places, École, en métal. C'est l'avion qui nous coûtait le moins cher quand même. Et il s'est quand même vendu 400 exemplaires, je pense.
Et puis après, on a fait un quadriplace pour avoir... on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Mais naturellement, moi, je préférais le bois et toile. Pas parce que c'est du bois et de la toile, mais parce que ça permettait de faire un avion moins lourd et que le poids, c'est l'ennemi. Jean, sans indiscrétion, tu pèses combien? 102. 102. Monsieur se mettra derrière moi. Terminons verrouillé. Volet rentré. Oui. Commande de vol. Attention les genoux. Gauchissement à droite, l'aileron droit se lève. Gauchissement à gauche. Pompe électrique sur marche. La bête est là. On l'entend, elle fonctionne. Mise en route, moteur froid, injection manuelle. 4 démarreurs sur marche. Narrois de Proxima, en début de ventaille pour la 02 Herbe. Le début de la mauvaise période pour l'aéronautique, c'est le premier choc pétrolier, c'est-à-dire en 1974. C'était le tout début qui ne s'est pas ressenti du jour au lendemain, mais c'était le début de la descente. La crise que les Américains n'ont pas réussi à supporter mieux que nous, hein. Vous savez que Cessna, le plus grand constructeur d'avions légers américain, lui, il a arrêté de fabriquer des avions. Il n'a pas réduit le nombre d'avions, il a supprimé la fabrication des avions légers. Piper a fait pareil, le deuxième. On n'avait plus de commandes, on avait un moyen de fabrication d'un avion par jour avec 200 personnes et on s'est retrouvé avec un avion par semaine, ce qui était infaisable. Alors on a tout essayé, la sous-traitance, on a fait des choses, des petites cabines pour les montes-neige en Suisse, on a fait qu'est-ce qu'on a fait, des petites baraques là pour les autoroutes, enfin on a fait tout ce qu'on a pu, mais c'était pas possible de garder l'ensemble du personnel. Et l'apothéose, c'était 81, d'où à cette époque-là le dépôt de bilan de l'entreprise. On n'avait que des bons employés, triés sur le volet, et puis il fallait les mettre à la porte. Ça, c'est un vrai problème. Mais il faut penser au lendemain, parce que moi, j'étais pas parti perdant. Je savais que c'était... Comme la crise d'aujourd'hui, il n'y a jamais d'exemple de crise qui dure. On peut mourir pendant la crise si on s'est mal démerdé, mais on peut... si on raisonne bien, il y a la crise, faut pas disparaître, mais ça va repartir. Moi, j'ai tout orienté sur ce qu'il fallait faire pour que ça reparte. J'ai pas renvoyé... Alors ça, c'est peut-être pas juste, j'en sais rien, mais j'ai gardé toutes les personnes capables d'assurer le redémarrage. Et puis toutes celles qui ne gagnaient bien leur vie peut-être, mais qu'en fabriquant des trucs qu'il n'y avait pas à fabriquer parce qu'il n'y avait pas de clients, ben, ils ont été licenciés. Moi, j'avais interrogé Pierre Robin sur le fait qu'il conserve uniquement des gens relativement âgés, plutôt que de privilégier des jeunes qui avaient leur vie professionnelle à faire. Et il m'avait répondu, oui, mais je garde l'expérience. Et peut-être qu'un jour, vous le comprendrez. Et effectivement, maintenant, je le comprends, qu'il a pu repartir, la société a pu repartir en 1984 à peu près, disons, moi, je suis revenu à peu près dans ces dates-là. La société a pu repartir parce qu'il avait gardé les gens qui avaient la maîtrise, enfin le savoir, disons, pour pouvoir faire repartir l'entreprise. Puis voilà, puis ça s'est passé pas trop mal. Et gentiment, on a... En quelques années, 3 ans je crois, on a repassé de 1 avion par semaine à 2 avions par semaine. Et c'est à l'époque où on a vendu au Chauffour. Là.
Et ils nous ont fait comprendre que si on ne vendait pas, de toute façon, ils allaient acheter Reims Aviation et que ils allaient en fait devenir très concurrents et nous faire du mal. On a demandé à Christophe à ce moment-là ce qu'il en pensait. Et en fait, j'ai pas hésité 2 secondes, j'ai tout de suite dit à mon père, maintenant, il y a une opportunité, il y a quelqu'un qui vient pour acheter. En plus, la personne en question avait un projet un petit peu grandiose de regroupement des constructeurs. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, force est de le constater, mais du moins le projet sur le papier était intéressant. J'ai dit à mon père, non, pas du tout, c'est ton entreprise, si quelqu'un vient l'acheter, vends-la. Ce qu'on peut dire, c'est que les choses ont changé avec les repreneurs de 1988, en ce sens qu'auparavant, on avait un patron qui était un avionneur, qui était un passionné d'avion, qui voulait faire des avions légers, des avions performants, et qu'ensuite, on a été racheté par des gens qui souhaitaient principalement faire de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? La question. C'est un moyen d'échange qui est beaucoup plus pratique que le troc. Mais si vous utilisez un moyen d'échange pour gagner de l'argent, là, vous faites une erreur. C'est pour ça qu'on a les crises. Si on veut faire de l'argent avec de l'argent, ça ne peut pas fonctionner. On n'a jamais vu un réservoir qui se remplit tout seul. On n'a jamais vu une batterie qui se charge toute seule. Voilà. Ça n'existe pas. Je pense que c'est ce qui a détruit finalement la société repreneuse et l'image de la société repreneuse progressivement. Pierre et Marie-Thérèse Robin n'auraient jamais vendu leur entreprise s'ils avaient même imaginé que Christophe était là-dedans et pensait à ça. J'ai toujours considéré que l'entreprise de mes parents, c'était l'entreprise de mes parents. C'est eux qui avaient travaillé plutôt 15 heures par jour qu'autre chose pendant des années et des années, et que j'aurais trouvé cela comme relativement indu de me retrouver à la tête de cette entreprise, un petit peu parachutée, sans en avoir eu quelque part le mérite. D'où ma décision de dire à mon père de vendre l'entreprise, et ce qui ne m'a pas empêché derrière, 4 ans après, de créer Dynaero, mais sur un projet différent, sur des avions différents, à mon idée. Les temps ont changé et les matériaux aussi. Le bon bois aéronautique étant devenu rare, Christophe Robin travaille la précieuse fibre de carbone. Il a délocalisé la production en série au Portugal, mais c'est à Darrois, dans des locaux que ses parents avaient conservés après la cession de leur entreprise, qu'on trouve aujourd'hui le bureau d'études et la fabrication des prototypes. En un sens, si l'outil industriel développé par Pierre et Thérèse est parti dans d'autres mains, l'art et la manière de créer de beaux et bons avions est perpétué par leur fils. À l'origine, Christophe, il a créé sa société pour faire des produits différents de ceux que son père avait créés. En particulier des avions de voltige comme le CR100. Et puis après, c'est pareil, une association heureuse avec Michel Colomban a fait qu'il s'est intéressé aux avions de Michel Colomban pour les industrialiser, les transformer. Là aussi, les avions étaient quand même pas mauvais et se sont bien vendus. C'est ce qui fait que la société a continué à progresser, à faire des avions nouveaux très régulièrement, pour avoir des machines quand même vachement performantes au jour d'aujourd'hui. Colomban a apporté beaucoup également à Christophe. Pourquoi l'avion s'appelle MCR? C'est Michel Colomban, Christophe Robin. Donc le M, c'est Michel Colomban. Et donc c'est pareil que moi avec Delay Montez. Et moi je connaissais bien Colomban et je savais qu'il ne fallait pas passer à côté des connaissances de cet homme-là. Et comme il m'aimait bien, moi Colomban, je les ai fait rencontrer. Puis voilà, le MCR, c'est l'association de personnes passionnées et compétentes, quoi. Donc là, j'y suis. Ça va pas. Là, de ce côté-là, c'est bon. C'est bon, là? Ouais, standard, c'est bon. La cellule passe sur le côté. Voilà. C'est acrobatique, hein? Il ne faut pas oublier l'empennage. J'ai commencé à piloter sur des jeux d'ailes, sur des D120. Ce sont des petits biplaces légers qui consomment peu, qui sont faciles à piloter. Et finalement, j'ai été attiré par ces avions légers. Je n'aurais pas pris un gros avion de voyage, un gros quadriplace très lourd qui consomme beaucoup. Je ne pense pas que Christophe Robin, lui, ait choisi de faire des avions jeux d'ailes. Il a voulu faire des avions performants, ça c'est sûr. Et l'exigence qu'avait eu son père, je pense qu'il l'a toujours. Les avions légers, c'est le critère numéro 1, léger. Donc là, en ce sens-là, il y a une continuité. Dans la gamme de machines disponibles,
En fait, j'ai choisi Dinaero et Christophe Robin pour 2 raisons. D'abord parce que de mon point de vue, ce sont d'excellentes machines, et ensuite parce que c'est un des derniers constructeurs français qui reste. Christophe tombe dans des années difficiles, dans des années de crise. Donc c'est très différent. Il fait des avions aussi différents, parce qu'ils sont des kits. Par contre, il fait aussi équipe avec son épouse. Je pense que il reproduit un petit peu ce que nous, on a fait, mais avec beaucoup plus de difficultés, à mon avis, que nous avons connu, nous. C'est beaucoup plus difficile maintenant. Tout est plus difficile maintenant. La société Dinaero a été créée en 1992. Et autant que je me rappelle, les concurrents que l'on avait en face à l'époque, en 1992, ou les personnes qui étaient placées en face de nous en tant que concurrents, qu'ils le soient pas en réalité, ont aujourd'hui quasiment tous disparu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on est dans un secteur d'activité qui est extrêmement difficile, où ce qui est difficile, c'est d'arriver à durer, d'arriver à construire quelque chose dans la durée. On voit assez souvent des projets arriver avec des plaquettes glacées, avec des papiers, des avions ayant des performances sur le papier qui sont très très importantes. On voit parfois un petit peu moins des prototypes volés, mais la complexité derrière, c'est d'arriver à rentrer dans une production de série, de pré-série, et d'arriver à vivre de cette passion. Et ça, malheureusement, il y a très très peu d'exemples au niveau de l'aviation légère. Et voilà l'écart que j'ai. Si vous voulez, aujourd'hui, mon gabarit, là, ma maquette, elle s'arrête ici, derrière. Si ça avait été dans l'autre sens, on rapprochait, qu'est-ce qui se passait, on touchait, voilà. Non, c'est bien. C'est même pas comme ça, c'est comme ça, avec les purs. Non, il faut voir les purs sont en bas. Ouais, c'est comme ça. Il a bien mis les purs. Ouais. Bon. Et là maintenant, on va voir si ça rentre. Non. Ah ouais, non, mais de toute façon, tu peux pas sans les trous. Hein. Tu vois? Non, mais les rentrer en même temps, même si elle est trous, je rentre pas les deux radiateurs en même temps. Non, ah non, il faut que tu rentres tout droit. Hein. Je les rentre indépendamment l'un de l'autre. La crainte, c'était ça. Non, ça, c'est... Le bimoteur, j'en avais jamais fait, ça me plaisait. Mais sans raison. Hein. Ça a été déclenché par mon avion qui changeait de moteur. J'ai dit, mais pourquoi on met le même? On pourrait en mettre un petit peu, un de chaque côté pour faire autre chose. Quoi. Le projet de bimoteur n'est pas du tout un projet commercial au départ. C'est vraiment une réflexion technique entre mon père et moi sur la faisabilité technique de faire quelque chose que tout le monde aurait dit impossible à faire. Ce que je voulais faire, c'était très perso, sans déboucher. Ça fait penser à Christophe qui avait moyen de faire autrement, mais qu'il fallait faire un avion nouveau. Alors l'avion nouveau, le moteur change, ils sont certifiés, la voilure change un peu, enfin on rentre dans... C'est quand même un 4S. C'est un 4 sièges, mais comme on l'a alourdi d'un moteur et qu'on a mis les moteurs sur l'aile, et puis après, vous voyez, après il n'y a plus rien pareil. Dès qu'on parle de bimoteur, on arrive dans des avions sérieux, quoi, presque professionnels. On peut mettre la casquette et les écussons pour pouvoir monter, du moins les barrettes pour pouvoir monter dedans. Donc on arrive vraiment dans du produit un petit peu plus professionnel. Donc c'est important en termes d'image par rapport à l'évolution que l'on veut donner à l'entreprise. Et d'autre part, l'Europe est en train d'assouplir les critères de certification, ce qui donne des horizons commerciaux à ce produit qui au départ n'était pas un produit commercial, mais vraiment un produit amateur réalisé à des fins techniques. Attention à l'avant, attention de ponter à l'avant. La plupart des développements industriels qui ont lieu dans le milieu de l'aviation légère se sont toujours faits à partir de constructions amateurs. Il y a énormément de constructeurs amateurs qui font encore leurs avions. Comme moi, je l'ai fait moi-même, celui-là. J'ai mis 5 ans, mais je l'ai fait moi-même. Donc, ça coûte pas cher, parce qu'il y a le prix du moteur, il y a le prix des matériaux, mais on ne paye pas le temps.
un avion classique, il faut payer le temps, évidemment, il n'y a pas de problème. Hein. Tandis qu'en constructeur amateur, je travaillais le soir, au lieu de regarder la télévision, j'allais faire de l'avion. L'amateur arrive à un produit qui serait plutôt meilleur que ce que ferait un industriel. Pourquoi? Parce qu'il y a passé un temps fou, il y a mis tout son cœur, toute sa passion, et au bout du compte, comme les règles quand même que l'on a appliquées au niveau aérodynamique et structure ne sont pas des règles qui sont extrêmement compliquées, il arrive à un produit meilleur et plus sûr, ou en tout cas aussi sûr qu'un produit industriel. C'est une passion, et j'avais l'intention de voler avec. Alors, j'aurais voulu voler en 2008, mais 2008, il n'était pas fini. 2009, il n'était pas fini. Finalement, j'ai fini en juin 2010. Là, il vient de finir, là. Et ça n'a pas coûté énormément cher. Ça a coûté 12 000 €. Hein. Ça a duré 5 ans. Il y en a qui le font plus vite parce qu'ils travaillent plus. Mais fallait que je m'occupe un petit peu de la maison. Ma femme, elle rouspétait parce que faut pas t'occuper que de l'avion, faut t'occuper de la maison aussi. Les amateurs, souvent, on dit, mais quand est-ce que ça va voler? J'ai écouté, vous demandez ça à un industriel. Il vous dit ça à 1 heure près. Puis vous le demandez à un amateur, il vous le dit à 1 an près. Et c'est ça, c'est la vérité. Les amis me disent, mais tu aurais dû faire un biplace. Mais faire un bébé Jodel en essayant de le faire aussi bien qu'il a été fait à l'époque, c'est vraiment renouer avec le passé. Ce qu'il manque aujourd'hui à la société, c'est cet idéal. D'essayer et de faire par nous-mêmes. Et là, quand on fait ce que j'ai entrepris, on le sent bien. Pour acquérir sa liberté, pour devenir, en quelque sorte, un homme libre, il faut... ça se mérite tout ça. Il faut mouiller la chemise, il faut donner de sa personne. Bien sûr qu'on n'est pas un consommateur. La différence vient du fait que on est acteur, on agit. Hein? On agit sur soi, vers soi et vers les autres. Donc c'est vrai que on peut penser à un mode de société qui serait à repenser dans ce sens-là. Mais là, on devient des utopistes. L'utopie de Minier et de ses continuateurs a traversé le siècle jusqu'à nous. Et chaque été, le réseau des sports de l'air organise son grand rassemblement européen. En plus de 60 ans, près de la moitié des 8000 avions de Formule Jodel et Robin construits l'ont été par des amateurs, et ceux-ci en construiront sans doute encore longtemps. Bien sûr, la belle histoire industrielle des avions en bois s'est arrêtée avec l'emblématique DR400, mais on peut compter sur Christophe pour continuer l'aventure Robin. La réussite de la famille Robin, c'est vrai, leur appartient bien, complètement. On ne peut être fier que ce que l'on a fait soi-même. Quand je pense à ce qu'ils ont fait, on peut applaudir des deux mains. Hein. L'histoire Jodel à côté, c'est un embryon, c'est un petit ferment. Ça tourne votre bazar là? Ah bon? Moi je fais plus d'avion. Mais enfin, tout ce que je peux lui donner, je lui donne. J'ai du mérite de travailler avec des gens comme ça. Hein. Et c'est grâce à eux qu'on a réussi. Hein, grâce à eux. Alors, si je devais conclure par une conception et une définition du vol, le vol, c'est larguer les amarres. Hein. C'est se débarrasser des contingences, là, des lourdeurs de la vie.
Et c'est vrai que il est juste que de voler, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça fait tellement de bien, ça fait tellement de bien à la tête que la meilleure chose que je puisse offrir, moi, à quelqu'un, c'est de l'emmener faire un tour.